Depuis le Sénégal où je suis né, je voyais Paris à la télé avec ses beaux monuments. Par exemple la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Assemblée nationale et j'en passe. Nos chers voisins m'ont raconté comment ils vivaient là-bas. Paris, la ville de l'amour, ville de lumière, avec sa plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Le musée du Louvre, la Seine et ses bateaux. Bref, je débarque à Paris, cette ville multiculturelle avec ses 2 244 000 habitants. Tout de suite, je vois tout ce qu'on me disait sur cette ville, avec toute sa splendeur. Mais le loyer est très cher, ainsi que l'alimentation, le transport, les charges, etc. Tu payes plus que tu gagnes. Bienvenue à Paris en 2017. C'est peut-être d'une certaine façon un privilège que d'habiter Paris, mais bon, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Paris est la ville où la vie coûte le plus cher en France. La différence de prix entre le prix d'une location pour un 2 pièces à Paris, dans le 11e arrondissement, est dans les 1 200 €. Et à Bordeaux ou Toulouse par exemple, c'est dans les 685 €. Paris a de nombreux quartiers populaires où on retrouve encore de la solidarité et de la mixité sociale, mais que malheureusement ces quartiers sont de moins en moins accessibles à des personnes aux revenus modestes ou moyens, car les loyers augmentent. À travers l'orientation politique de la ville et les choix de la municipalité, les gens n'ont pas d'autre choix que de s'éloigner du centre de Paris. J'ai rendez-vous avec Madame Danielle Simonet, conseillère de la ville de Paris. En 2000, elle s'engage pour le non lors du référendum sur la Constitution européenne. En 2006, elle est à l'initiative des premiers parrainages des jeunes lycéens sans papier. Elle est candidate aux élections législatives de 2017 dans la 6e circonscription de Paris pour la France insoumise. Elle est en ballottage au premier tour en 2e position derrière le candidat LRM et a battu au 2e tour avec 49% des voix. Depuis quand vivez-vous à Paris? Alors moi je vis à Paris depuis que je suis étudiante. Donc je suis arrivée sur les coups de mes 16 ans, donc c'était en 1989 que je suis arrivée à Paris, d'abord dans une chambre de bonne dans le 15e arrondissement. Voilà. Et sinon avant j'étais à la campagne. Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter? C'est autour de la question justement de Paris qui devrait être une ville d'accueil de toutes et tous et qui met à l'abri toutes et tous. Autour de la porte de la Chapelle, beaucoup d'exilés viennent et espèrent pouvoir s'en sortir. Bon, après pas mal de batailles, la ville a fini par créer un centre d'hébergement d'urgence, mais il est insuffisant. Et donc, il y a des campements de fortune qui se remettent en place. Et là, un jour, on découvre que sous un pont, où les exilés souvent se mettaient et mettaient leur campement de fortune, la ville de Paris avait installé des grosses pierres, voilà, des roches, pour occuper l'espace et empêcher que les gens viennent dormir là. Et j'ai trouvé ça scandaleux, vraiment j'ai trouvé ça totalement inhumain. Et alors par contre, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a des tailleurs de pierre qui se sont contactés entre eux et qui ont décidé de mener une action qui est d'une beauté exemplaire, puisqu'ils sont venus tailler ces pierres-là pour inscrire dessus liberté, égalité, fraternité, pour justement protester contre ces cœurs de pierre des politiques. Et ce qui était magnifique, c'est que du coup, on est venu les soutenir. Et parmi les exilés, il y en avait un qui était justement tailleur de pierre et qui s'est mis à tailler les pierres avec eux. Et je trouvais que cette réponse montrait qu'il y avait une belle humanité malgré ces politiques inhumaines. Qu'est-ce qui a le plus changé dans Paris d'après vous? Les inégalités, qui explosent. Paris est une ville de plus en plus ville-musée, ville des riches, où la spéculation immobilière explose et où de fait les classes populaires et moyennes sont rejetées de la capitale à cause de la cherté des loyers. Est-ce que pour vous, gagner un SMIC est compatible avec une vie de Parisien? Ben non, justement. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Paris, la chambre de bonne, elle représentait un quart de SMIC. Aujourd'hui, c'est quasiment 3/4 de SMIC pour pouvoir se loger, mais se loger vraiment pas de manière terrible, quoi. Et donc, la situation, la crise du logement, c'est vraiment le problème pour moi numéro 1 sur la capitale. Qu'est-ce que la ville a fait pour les migrants? Alors, d'abord, elle n'a rien fait, qu'elle n'a été un peu contrainte, bousculée par les mobilisations citoyennes. Et c'est vraiment important de s'organiser, de se mobiliser. Il y a eu sur Paris une très forte mobilisation d'abord du réseau Éducation sans frontières, puis de collectifs
d'accueil des exilés, il y a eu aussi des grèves de travailleurs et travailleuses sans papier. Bon. Et c'est toutes ces mobilisations-là qui ont à un moment donné bousculé et forcé la ville à se bouger. Bon. Néanmoins, il faut quand même rappeler que la question des conditions d'accueil des migrants, c'est une compétence de l'État. Donc il y a d'abord une défaillance de l'État. La compétence de la ville, c'est vis-à-vis des jeunes mineurs isolés et des familles. Bon, la ville a quand même fini par s'impliquer sur des centres d'hébergement d'urgence pour les exilés et à bousculer l'État. Mais les places sont encore totalement insuffisantes. Et puis pareil pour les jeunes isolés, elle a développé un certain nombre de politiques, mais à chaque fois il faut qu'il y ait des mobilisations pour leur dire non, il y a encore des jeunes qui sont à la rue, il y a encore des jeunes qui ne sont pas scolarisés, il faut continuer à bagarrer. Non, les jeunes quand ils deviennent majeurs, il ne faut pas les jeter en dehors de l'hôtel ou du foyer, parce que vous pouvez aussi mettre en place des contrats jeunes majeurs tant qu'ils ne sont pas dans un processus où ils ont obtenu leur diplôme, où ils ont obtenu aussi leur régularisation par la préfecture. Donc il y a toujours la nécessité de bousculer pour que plus soit fait. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, eh ben, écoutez, en 39-45, pendant la résistance, hein, les résistants, eh bien, alors que tout était sombre, noir, terrible, eh bien, pour qu'ils puissent avoir l'espoir et se redonner du courage au combat, ils avaient écrit un beau programme qu'ils intitulaient « Les jours heureux ». Et je pense qu'on a tous besoin d'idéal et d'essayer ensemble à chaque fois d'être persuadés que des jours heureux sont possibles. Et ça donne du cœur à l'ouvrage pour changer la vie. De plus en plus, la ville tente aussi de disséminer les personnes les plus pauvres, les faire fuir pour faire comme si elles n'existaient pas. Des migrants qu'on vire la nuit à coups de bâton et de lacrymogènes, des sacs de couchage qui leur sont volés, ou des tentes que la police détruit au couteau. Parlons aussi de la douche anti-SDF qui a été installée récemment dans le quartier de Châtelet. La ville dépense des millions pour les Jeux Olympiques. Elle ne veut surtout pas avoir une mauvaise image avec des sans-abri et des migrants. Au lieu d'assumer ses responsabilités et de les aider à être pris en charge, la municipalité, avec la complicité de la police, les vire, tout simplement. Il y a 100 000 logements vides à Paris qui pourraient être réquisitionnés, comme le prévoit la loi, mais la mairie ne le fait pas. C'est l'envers du décor de Paris. Bon, maintenant que j'ai quelques informations dans mon sac, allons chercher des Parisiens qui sont nés et ou ont passé toute leur vie dans cette ville, et ceux qui viennent en dehors de Paris. Depuis quand vous êtes arrivé à Paris? Écoutez, moi je suis à Paris depuis près d'une vingtaine d'années bientôt. Quelle est votre histoire avec la ville de Paris? Ah, mon histoire avec la ville de Paris, c'était une grande histoire d'amour à la base. Donc moi, c'est vrai que j'ai choisi de venir m'installer à Paris parce qu'à la base, j'ai grandi dans un espace beaucoup plus calme avec de grands espaces de verdure, notre belle région, l'Auvergne évidemment. Mais c'est vrai qu'arrivé dans la vie active, j'avais besoin de voir du monde, besoin d'avoir une vie beaucoup plus dynamique, besoin de faire autre chose. C'est vrai que bon, l'Auvergne est une belle région, mais on a vite fait le tour. Et le côté artistique et la richesse culturelle de Paris m'a énormément attirée. En plus du fait que bon, c'est une ville où les jours passent, mais il n'y en a aucun qui se ressemble finalement. Et c'est ce côté-là qui m'a attirée. Pourquoi vous avez quitté Paris pour la banlieue? J'ai trouvé du travail sur Paris, je me suis installée extrêmement rapidement. J'ai pris beaucoup de plaisir à intégrer cette vie à la parisienne, mais petit à petit j'ai manqué d'espace et on voulu construire ma propre famille. Voilà, j'ai choisi la banlieue pour un petit peu plus de calme et avoir plus d'espace surtout. Pour vous, qu'est-ce qui attire les gens à venir s'installer à Paris?
Les professionnels, effectivement, il y a beaucoup d'emplois ici. Il y a aussi un côté où on peut, tout un chacun peut trouver sa place. Voilà, il y a une très grande richesse culturelle, ce qui fait que les gens, même quand ils ont envie de se lancer plus dans un côté artistique, ils arrivent aussi à trouver leur place. Le fait de venir à Paris, c'est de pouvoir s'intégrer dans une ville où vous êtes un peu noyé dans la masse. Voilà, vous n'êtes plus au premier plan, ce qui fait que vous pouvez vivre votre vie avec une totale liberté. Et ça, c'est important parce que là, on ne s'occupe plus du regard des autres quand on est dans une ville comme ça. Et c'est important pour s'accomplir, se réaliser. Surtout quand on est de nature légèrement timide ou un peu introverti. Moi, je trouve que ça aide beaucoup. Pour vous, est-ce que la vie est plus chère à Paris qu'en banlieue? Bien sûr. Bien sûr que la vie à Paris est beaucoup plus chère que la vie en banlieue, notamment le prix des loyers n'est pas le même. Le mètre carré est beaucoup plus cher, donc du coup pour ce que vous pouvez vous payer à Paris, vous pouvez vous le payer en proche banlieue tout en gardant cette proximité avec cette belle ville et cette accessibilité assez rapide. On a quand même un espace un peu plus grand et plus confortable. Quelle est la différence entre Paris et Brasilia? C'est différent parce que la vie en Paris, beaucoup de travail, les personnes, la Tour Eiffel, Musée du Louvre, Montmartre, Château de Versailles. C'est connaître ces choses est un plaisir. Pourquoi vous avez choisi Paris et pas une autre destination? Moi, je viens de temps en temps à Paris parce que j'aime la diversification et la nature de Paris. C'est voilà, c'est riche, c'est voilà. Que pensez-vous de Paris? Je découvre, je connais bien Paris et l'évolution de Paris. Je vois que c'est une ville extrêmement cosmopolite. On entend très peu parler de français à la limite. Et c'est fantastique de voir le brassement des cultures autour de ce qu'a été, de ce qu'est la France et ce que la France apporte à l'ensemble du monde. On dit que la France est le premier pays de destination touristique et ça se voit et c'est très agréable de voir à quel point les gens apprécient ce que les monuments de Paris, ce que la France apporte, son rayonnement dans le monde et le fait qu'elle soit le brassage de population et que même la France soit constituée de tout un ensemble de populations et d'ethnies différentes. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes arrivé à Paris? C'est bien vrai que depuis mon arrivée à Paris, au départ ça n'a pas été facile. Déjà au niveau des démarches, ça n'a pas du tout été facile. J'ai reçu une formation comptable ici. Une fois arrivée, je m'occupais des personnes âgées. Et là, pendant une dizaine d'années, c'était devenu un peu pénible et je me suis reconvertie. J'ai repris ma formation initiale qui est la comptabilité. Et actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, mais la vie ici à Paris, c'est dur. Mais avec les habitudes, on veut bien se prendre en charge, mais la vie est très chère. Sinon Paris, c'est la ville idéale, mais la vie est très chère. Quelle est votre vision sur la ville de Paris? Basically, Paris is a beautiful city. I mean, France in general is a beautiful city. There's a lot of history that lies behind France, and Paris especially, it's a beautiful city, especially for people who love art, museum, and all those beautiful sites to see, to visit. And I think it's amazing, all those architectures and the people, the language that you hear here, like so many people from so many parts of the world. That's the first time you can, I think, a city where you can meet people from anywhere in the world at once, and I think it's a great time to be here, and I'm enjoying it. Je veux connaître plus sur l'histoire de cette ville et sur certains de ses lieux emblématiques. À l'origine,
L'île de la Cité est peuplée par quelques pêcheurs celtes, les Parisiens. En 52 avant Jésus-Christ, les Romains la fortifient. Sur la rive gauche au sud de la Seine, ils élèvent un forum, des arènes et structurent la ville. Paris est né et s'appelle encore Lutetia, nom employé par les Romains pour désigner la ville gauloise, connue aujourd'hui sous le nom de Paris. Revenons à notre époque. Je pars à la rencontre de M. Carlos Lopez, un psychologue historien, qui m'a raconté un peu l'histoire de cette ville. Voilà, Mohamed, je vais t'amener ici, donc la rue des Cascades. Tu m'avais demandé que je te montre un endroit de Paris particulier. C'est un endroit de Paris qui est très particulier, je vais te le faire découvrir. Et puis surtout, ça va, pour toi et moi, nous faire un point commun, puisque ici, la plupart des gens, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vécu ici, c'était des gens comme toi et moi qui venions d'ailleurs. Voilà, moi par mes parents, toi parce que voilà, tu es un jeune qui a voyagé jusqu'à chez nous. Alors, comme tu peux le voir, cette rue, voilà, il y a des bâtiments modernes. Tu vois là-bas au bout une petite maison. Donc tu peux t'imaginer, il y a 100 ans, cette rue, c'était comme cette petite maison. Là, elle est rénovée, tu vois. Mais à l'époque, c'était des petites maisons, des immeubles de 3 ou 4 étages, très pauvres, avec des gens qui venaient, comme toi ou moi, de l'étranger et qui cherchaient à se loger rapidement, pas cher, là où il y avait de la place. Et aussi, vous dites à la fête, Bah, disons que ça a commencé il y a à peu près, en tout cas pour des étrangers venant d'ailleurs de la France, ça a commencé il y a une centaine d'années. Voilà, puisque avant qu'il y ait des étrangers, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des immigrés, il y avait des immigrés de l'intérieur, des gens qui venaient d'Auvergne, de la Creuse, des Belges. Les Belges étaient des immigrés, par exemple. Il y a eu aussi des Lorrains, voilà. Et les Italiens sont arrivés après. Tu vois, moi, par exemple, je suis issu d'une famille d'Espagnols. Donc mon père n'a pas vécu ici, mais il a travaillé ici, puisqu'il y avait des habitations, des petites maisons comme celle-là, mais aussi des ateliers, beaucoup d'ateliers. Les gens travaillaient, vivaient à Paris. Et donc la rue des Cascades faisait partie de ce Paris populaire. Il y avait des Yougoslaves, des Portugais, des Espagnols, des Antillais. Moi, c'est la première fois que je voyais des gens d'origine africaine, c'était des Antillais. Voilà. Bon, voilà, et donc c'était tout ça. Et avant, il y avait beaucoup ici de Polonais, qui étaient tous juifs, beaucoup de juifs. Aussi, c'est que la rue des Cascades, si elle porte un nom aussi bucolique, c'est parce qu'il y avait auparavant des petites rivières, il y avait des petites cascades. Et puis plus tard, quand Paris avait besoin d'eau, d'une alimentation régulière en eau, cette rivière et ces cascades ont été construites, maîtrisées. Et donc ils ont fait un petit canal qui va de la porte des Lilas et qui descend toute la colline de Ménilmontant. Et donc pour contrôler le débit, savoir notamment si l'eau passait régulièrement, s'il n'y avait pas de blocage dans le canal, ils ont installé ce qu'on appelle des regards. Je vais te montrer, regarde. C'est des petits bâtiments en pierre où les gens, de temps à autre, les cantonniers, notamment les ouvriers qui étaient spécialisés dans l'entretien du canal, ils allaient et puis ils rentraient et puis ils allaient inspecter, là, tu vois le petit bâtiment qui est là, oui. Ils allaient regarder si l'eau coulait régulièrement. Tu verras, il y en a 2 ou 3, il y en a un très beau là-bas. Et donc ça, c'est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça date de l'époque d'Henri IV, puisque ça a commencé sous Henri IV, la première fois qu'ils ont commencé à organiser l'alimentation de Paris en eau. Donc tu vois, comme je te disais que c'est un bar un petit peu branché artiste, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'artistes. Et regarde, tu as même ce mur où les gens, d'une façon alors anonyme, puisque c'est pas signé, ont fait des petites sculptures à même le mur. Si tu veux, on va regarder, si tu veux, une minute. Hein. Parce que de toute façon, c'est toujours un quartier très vivant, avec une histoire toujours vivante. Donc tu vois, il y a différentes sculptures très primitives. Tu vois, regarde ça. Il y a aussi là, il y a celui-là. Là, on va regarder juste de l'autre côté. Viens Mohamed, viens. Parce qu'il y en a une qui est pas mal, que je vais te montrer, parce que là, tu vois, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Bah regarde. Vive la commune. 1871. Tu vois, comme je te disais, ici, le passé et le présent sont toujours très, très intimement liés. Voilà, quand il y a eu la Commune de Paris, ici, ce quartier a été un des derniers à avoir résisté contre ce qu'on appelait les Versaillais, c'est-à-dire ceux qui voulaient rétablir un pouvoir fort, alors qu'ici, c'était des gens très modestes, des ouvriers qui ont essayé de construire une société nouvelle à partir des besoins des gens les plus modestes. Là, on arrive à la fin de notre périple, donc de la rue des Cascades.
Alors comme tu peux le voir, il n'y a toujours pas de cascade, mais en tout cas c'est toujours aussi haut. Alors tu vois ici, tu as la place, donc c'est la place Henri Krasuki, qui a été un grand syndicaliste français, et surtout c'était un juif qui a été obligé de partir de Pologne pour pouvoir sauver sa vie. Il est parti avec sa famille, et puis il a survécu puisqu'il s'est battu comme un lion. Il a même survécu puisque c'était un ancien résistant, et donc il a toujours vécu dans ce quartier. Voilà, donc vraiment, et quand il est décédé, ils ont fait la place à son nom. Bah écoute Mohamed, voilà, je t'ai montré la rue des Cascades. La rue des Cascades, c'est une rue qui est chère à mon cœur, parce que c'est la rue de mon enfance, c'est la rue aussi aujourd'hui de ce présent, où je suis toujours à Paris. J'y vais régulièrement, je voulais te la faire découvrir, juste pour que tu vois que Paris, c'est pas que les lieux touristiques, c'est les lieux où les gens vivent, les gens travaillent, et où cette vie continue, voilà, avec des choses assez incroyables, comme tu as pu le voir. J'espère que ça t'a plu. Oui, bien sûr. Et puis, écoute, tu n'hésites pas, quand tu veux revenir, pour revoir ça, on se revoit et on passe plus de temps ensemble. Je te remercie beaucoup, et puis, écoute, passe un bon moment à découvrir encore Paris. Merci. Parce qu'il n'y a pas que Saint-Denis dans la ville, il y a aussi Paris. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.